Des coups frappèrent à la porte à 2h07 du matin. Ce n'était pas un coup poli, ni un coup timide, désolé de déranger. C'était le genre de coup qui annonçait des affaires sérieuses, une intrusion délibérée dans le silence de la nuit. Dur, insistant, il avait cette qualité percussive qui vous arrache à un sommeil profond et fait s'emballer votre cœur avant même que vous ne soyez pleinement conscient. Bien sûr, j'étais déjà éveillé. J'étais éveillé depuis 3 longues heures, assis dans l'obscurité relative de mon bureau à domicile, les yeux rivés sur les flux des caméras de sécurité affichées sur mon ordinateur portable, attendant exactement ce moment. L'air dans la pièce était lourd d'anticipation, chaque minute s'étirant, chargé d'une tension palpable. La sonnette retentit, stridente et impérieuse, suivie de nouveaux coups, plus pressants encore. « Police, ouvrez !» La voix, amplifiée par le bois de la porte, était autoritaire, sans appel. Je fermai l'ordinateur portable d'un geste fluide et silencieux, le glissai dans le compartiment caché derrière ma bibliothèque, un geste devenu mécanique avec le temps. Puis, je me dirigeai calmement vers la porte d'entrée. Mes pas étaient mesurés, délibérés, sans hâte. J'avais appris il y a longtemps que la panique était l'ennemi juré de la survie, une leçon gravée dans ma chair par des expériences passées bien plus périlleuses. Chaque fibre de mon être était sous contrôle. Une carapace de sang-froid forgée au fil des années. J'ouvris la porte. 2 officiers en uniforme se tenaient sur mon porche, leurs insignes scintillant froidement sous la lueur jaune et blafarde de l'éclairage extérieur. Leurs visages étaient graves, leur posture rigide, empreinte d'une autorité incontestable. Derrière eux, une voiture de patrouille était garée dans mon allée, ses gyrophares clignotant silencieusement, projetant des éclairs rouges et bleus qui dansaient sur les murs de la maison et les arbres environnants, créant une atmosphère surréaliste et menaçante. Et derrière les officiers, debout sur l'allée, le visage inondé de larmes qui coulaient sans retenue, se tenait ma femme, Simone. Elle portait la robe de soie que je lui avais achetée pour notre anniversaire, un tissu luxueux qui semblait étrangement déplacé dans cette scène nocturne et dramatique. Ses cheveux sombres étaient défaits, libres autour de ses épaules, et son mascara coulait en traînées parfaites le long de ses joues, comme des rivières sombres sur une toile pâle. Elle avait l'air dévastée, le cœur brisé, telle une femme dont le monde venait de s'effondrer en 1000 morceaux. Une actrice remarquable, je devais bien lui accorder cela. Son talent pour le drame était indéniable, presque admirable dans sa perfection. L'officier principal, jeune, peut-être au milieu de la trentaine, avec une plaque nominative indiquant « Marche », avait la main posée sur son arme de service, un geste qui soulignait la gravité de la situation. « C'est moi », dis-je, ma voix calme et posée, sans la moindre trace d'émotion. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et vol. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Il continua à réciter mes droits, Miranda, mais je n'écoutais plus vraiment. Mon attention était entièrement fixée sur Simone. Je la regardais essuyer ses yeux, avec un mouchoir qui avait été prépositionné avec une précision suspecte dans la poche de sa robe. La façon dont elle s'appuyait contre la balustrade du porche, comme si elle risquait de s'effondrer à tout moment, était une touche magistrale à sa performance. Et puis, ce fut ce regard. Juste une fois, juste une seconde, elle me jeta un coup d'œil, un éclair fugace de pur triomphe dans ses yeux, avant de reprendre instantanément son rôle de femme éplorée. Elle pensait avoir gagné. Elle n'avait aucune idée de l'ampleur de son erreur. « Comprenez-vous ces droits, tels que je vous les ai expliqués ?» demanda l'officier Marsh, sa voix revenant à mon attention. « Oui, je les comprends, » répondis-je sans hésitation. « Veuillez vous retourner, s'il vous plaît, les mains derrière le dos. » Je m'exécutais sans résistance. Les menottes étaient froides contre mes poignets, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis 8 ans. Pas depuis ma dernière arrestation. Cette fois-là, c'était dans un entrepôt à Bogota, entouré d'hommes qui voulaient me découper en morceaux et me renvoyer à Washington dans un sac mortuaire. Ces menottes-ci, étrangement, me semblaient presque nostalgiques, un rappel d'une époque où les enjeux étaient bien plus sanglants et directs. « Weston !» Simone se précipita en avant, tendant les mains vers moi, sa voix se brisant dans une angoisse parfaitement calibrée.
Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas y croire, mais l'épreuve... » Elle s'interrompit, éclatant en sanglots, son corps secoué de spasmes. « Comment as-tu pu nous faire ça? À nos enfants ?» Je la regardais. Vraiment. Je regardais cette femme que j'avais épousée il y a 13 ans, la mère de mes enfants, la personne en qui j'avais eu le plus confiance au monde. Son visage était une toile de fausse douleur, chaque ride, chaque larme calculée pour maximiser l'effet. « Prends soin d'Amy et Félix, » dis-je doucement, ma voix à peine audible, mais ferme. « Dis-leur que je les aime. » Elle hocha la tête, les yeux embués. « Je le ferai. » Elle tendit la main et toucha mon visage, ses doigts froids comme la glace. « Je suis tellement désolé, Weston. » Je ne répondis pas, mon regard vide de toute émotion. L'officier Marsh me conduisit à la voiture de patrouille et m'aida à m'installer sur la banquette arrière, l'espace confiné et l'odeur de cuir et de désinfectant m'enveloppant. Alors que nous nous éloignions de la maison, je regardais par la vitre arrière. Simone se tenait sur le porche, me regardant partir, sa main pressée contre sa bouche dans un geste de choc. Mais je pouvais voir son sourire. Juste un instant, quand elle pensait que personne ne la regardait, le masque glissa. Ses lèvres se retroussèrent vers le haut, et ses yeux brillèrent d'une satisfaction pure et non dissimulée. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme qui venait de détruire son mari et de s'en tirer. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. L'image de son visage triomphant se grava dans ma mémoire, un carburant froid pour la vengeance à venir. Le trajet jusqu'au poste de police dura 18 minutes. Je l'ai passé en silence, observant les rues sombres défiler, les réverbères projetant des flaques de lumière éphémères sur l'asphalte humide. Mon esprit, lui, était en pleine effervescence, repassant la chronologie des événements, chaque détail de mon plan méticuleux. 3 mois de préparation acharnée, 47 heures d'enregistrements audio, plus de 200 photographies, des relevés bancaires détaillés, des chaînes d'emails compromettantes, des messages textes, des séquences vidéo, des rapports de surveillance, tout ce dont j'avais besoin pour anéantir Simone, Archer et l'intégralité de leur conspiration. Je m'étais laissé arrêter parce que j'avais besoin que cela soit officiel. J'avais besoin que les accusations soient enregistrées, que le département de police me traite, qu'il entre mes informations dans leur système, qu'il crée une trace écrite qui ne pourrait être ni contestée ni rejetée. Et surtout, j'avais besoin que Simone croie absolument et complètement qu'elle avait gagné. Parce que lorsque les gens pensent avoir remporté la victoire, ils deviennent négligents. Ils célèbrent. Ils commettent des erreurs. Simone était sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie. Une erreur dont elle ne se relèverait jamais. Le poste était étrangement calme à 2h30 du matin. Quelques officiers étaient à leur bureau, le visage éclairé par la lueur bleutée des écrans d'ordinateur, un ivrogne cuvait son vin dans une cellule de détention, et le faible bourdonnement des néons et des ventilateurs d'ordinateur remplissait l'air d'une monotonie mécanique. L'officier Marsh me conduisit à une zone de traitement, retira mes menottes, libérant mes poignets de l'étreinte glaciale du métal, et commença la procédure d'admission. « Videz vos poches, s'il vous plaît », dit-il d'une voix neutre. Je m'exécutai, déposant sur le comptoir mon portefeuille, mon téléphone, mes clés et une poignée de monnaie. Des armes, des objets tranchants, tout ce qui pourrait vous nuire ou nuire à autrui ? Non, répondis-je, le regard fixe. Asseyez-vous là. J'ai besoin de vérifier vos informations. La partie était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. Je restais assis sur une chaise en plastique, adossé au mur, tandis que l'officier Marsh tapait sur son ordinateur. Il semblait s'ennuyer, accomplissant les gestes d'une arrestation de routine avec une lassitude palpable. Il pensait sans doute que j'étais un énième criminel en col blanc, un comptable pris la main dans le sac, détournant des fonds. Il n'avait aucune idée de la complexité de la situation, ni de l'ampleur du piège qu'il était en train de déclencher. Je le regardais saisir mon nom complet, ma date de naissance, mon numéro de sécurité sociale, chaque champ rempli avec la routine indifférente de quelqu'un qui a accompli ce geste des centaines de fois. Chaque frappe résonnait dans le silence feutré du poste de police, un son sec et mécanique qui semblait trop net pour l'heure qu'il était. Je le vis appuyer sur la touche « Entrée »,
avec la même indifférence qu'à l'accoutumée, et le système commença à traiter les informations. La lueur bleutée de l'écran se reflétait sur son visage, d'abord parfaitement impassible, puis changeant progressivement, couche après couche, comme un masque qui glisse lentement. Ce fut d'abord la confusion qui s'y dessina. Son front se plissa en un réseau serré de rides, un léger froncement de sourcils involontaire, et sa tête s'inclina légèrement sur le côté, comme s'il tentait de déchiffrer un texte rédigé dans une langue qu'il connaissait mais ne reconnaissait plus. Puis vint la surprise, prenant la place de la confusion avec une rapidité qui trahissait la violence du choc. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant l'écran avec une intensité nouvelle, une intensité qu'il n'avait pas apportée dans cette pièce ce soir-là, et ses doigts se figèrent au-dessus du clavier, suspendus dans l'air à quelques centimètres des touches, comme s'ils avaient rencontré une barrière invisible. Enfin, la peur. Son visage devint pâle, presque livide, la couleur se retirant progressivement et complètement, et sa bouche s'entr'ouvrit dans un petit « oh » silencieux, trahissant un choc profond et authentique, le genre qu'on ne joue pas. Il recula brusquement de son bureau, la chaise raclant le sol avec un son aigu et discordant, comme si l'ordinateur venait de le menacer physiquement. « Qu'est-ce que... » murmura-t-il, un son à peine audible, adressé à personne en particulier. Il se pencha en avant, lut quelque chose sur l'écran avec une intensité fébrile, les yeux parcourant les lignes de haut en bas, puis revenant au début, puis recula de nouveau, secouant la tête avec une lenteur qui disait tout. « Ce n'est pas possible », marmonna-t-il, la voix empreinte d'une incrédulité qu'il ne cherchait plus à contenir. Il tapa autre chose, les doigts moins assurés qu'avant, frappa « Entrée » et relut les résultats avec l'expression de quelqu'un qui espère une correction et n'en trouve aucune. Sa main commença à trembler visiblement, un frisson incontrôlable né au doigt et se propageant jusqu'au poignet. « Officier », dis-je, ma voix restant calme et légèrement curieuse. Un contraste saisissant avec son agitation croissante. Exactement le ton qu'il fallait. « Y a-t-il un problème ?» Il ne répondit pas, incapable ou peu désireux de trouver des mots. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, son esprit visiblement ailleurs, dans un endroit où les catégories habituelles ne fonctionnaient plus. Il tendit déjà la main vers son téléphone, composant les numéros avec des doigts tremblants qui ratèrent la première tentative. « Capitaine, c'est Marsh !» dit-il, sa voix basse et urgente, dépouillée de tout protocole routinier. « J'ai besoin de vous ici, tout de suite. » Une pause, le temps que son interlocuteur réponde depuis l'autre bout. « Oui, monsieur, tout de suite. Je sais quelle heure il est. Ça ne peut pas attendre. » Une autre pause, plus longue celle-ci, pendant laquelle il écouta avec les yeux mi-clos, la concentration totale. « Je ne peux pas expliquer par téléphone. Vous devez voir ça par vous-même. » Il raccrocha, le combiné claquant dans son support avec une netteté qui résonna dans le silence. Il me regarda, puis l'écran, puis de nouveau moi, essayant de réconcilier ces deux images, son regard fuyant le mien, comme s'il craignait ce que croiser mes yeux révélerait. « Monsieur Carrington », commença-t-il, sa voix désormais hésitante, presque respectueuse, quelque chose que ce bureau n'avait probablement pas entendu souvent à cette heure. « Je dois vous demander de me suivre. »« Suis-je transféré dans une cellule de détention ?» demandai-je, ma curiosité parfaitement calibrée. « Non, monsieur », répondit-il, cherchant ses mots comme s'il ne possédait pas de manuel pour cette situation précise. « Dans une salle d'interrogatoire. » Il hésita, une fraction de seconde trop longue pour être naturelle. « Souhaitez-vous du café, de l'eau, quoi que ce soit ?» À cet instant précis, mon intérêt devint officiel et entier. 2 minutes auparavant, j'étais un suspect de fraude menotté, traité avec l'indifférence routinière réservée aux délinquants ordinaires, invisible dans ma propre présence. Maintenant, on me proposait des rafraîchissements avec une déférence que personne n'avait sollicitée, comme si ma présence dans cette pièce était soudainement devenue un problème à gérer avec soin. Le système avait fait son travail, et il l'avait fait à la perfection, avec une précision que même moi j'avais peine à ne pas savourer. « Un café serait apprécié », répondis-je, gardant le sourire strictement intérieur. « Noir, sans sucre. »« Oui, monsieur », dit-il, s'empressant d'acquiescer avec une promptitude qui n'existait pas 10 minutes plus tôt.
Il me conduisit à une petite salle d'interrogatoire, au mur d'un beige terne et fatigué, la couleur spécifique des espaces qui ne voient jamais la lumière naturelle. La table en métal froid occupait le centre exact de la pièce, flanquée de 2 chaises identiques qui ne promettaient aucun confort. L'air y était légèrement confiné, imprégné d'une odeur mêlée de désinfectant et de café qui avait trop attendu dans sa carafe. Il me laissa seul, et la porte ne se verrouilla pas derrière lui. Un détail infime mais précis que je notais immédiatement et archivais. À travers la petite fenêtre grillagée, je pouvais le voir parler avec urgence à d'autres officiers dans le couloir, gesticulant vers son ordinateur avec l'énergie de quelqu'un qui n'a pas assez de mots, passant d'autres appels téléphoniques en séquence rapide. L'agitation montait dans le poste comme une marée, un bourdonnement croissant qui contrastait avec le calme absolu de ma petite pièce. Je m'assis, le dos droit, les mains posées à plat sur la table froide, et j'attendis, savourant avec sobriété chaque seconde de cette attente calculée. Moins de 5 minutes plus tard, le capitaine Leland Grayson arriva. Il devait avoir la cinquantaine bien tassée, un homme corpulent aux épaules larges qui portait le poids de 3 décennies de service visible, le visage creusé par la fatigue et les yeux lourds d'une expérience accumulée, ceux d'un homme qui avait trop vu et qui le savait. Il entra dans la salle d'interrogatoire sans frapper, un dossier épais à la main, l'expression d'une perplexité absolue et sans défense gravée sur son visage. Il semblait avoir rencontré l'étrange sous toutes ses formes au cours de ses 32 ans, mais celle-ci le dépassait manifestement, dans une catégorie à part. « Monsieur Carrington » dit-il, sa voix grave et mesurée, posée avec le soin d'un homme qui n'est plus certain du terrain qu'il foule. « C'est moi » répondis-je, ma voix calme et parfaitement posée. Il s'assit en face de moi, posa le dossier sur la table métallique avec un léger bruit sourd et me fixa longuement, ses yeux fatigués, cherchant quelque chose dans mon visage, une fissure, une clé, une explication que l'écran n'avait pas fournie. Le silence s'étira entre nous, lourd de toutes les questions qu'il n'avait pas encore formulées. « Je suis flic depuis 32 ans, dit-il finalement, sa voix empreinte d'une lassitude profonde et authentique. Je pensais avoir tout vu. Une pause courte, mais habitée. Mais je n'ai jamais vu un dossier comme le vôtre. Que dit mon dossier ? Demandai-je, bien que je connaisse déjà chaque mot de la réponse. Il ouvrit le dossier, le bruissement des pages rompant brièvement le silence, et je savais déjà ce qu'il contenait. Chaque ligne, chaque implication, chaque conséquence soigneusement enchaînée. Selon notre système, commença-t-il, sa voix reprenant un ton plus officiel, le réflexe du professionnel qui s'accroche à sa procédure quand tout le reste vacille. Vous n'apparaissez comme personne d'intérêt dans aucune enquête en cours. Vous n'avez aucun casier judiciaire, aucun mandat d'arrêt en suspens, aucune contravention. Il marqua une pause, son regard se levant vers moi, l'incrédulité toujours présente, peut-être même plus dense qu'à son entrée. Vous n'existez pas non plus. Je n'existe pas, dis-je, feignant une surprise modérée et bien calibrée. Vos empreintes digitales sont revenues signalées, poursuivit-il, le ton se faisant plus grave, comme s'il récitait quelque chose qu'il n'arrivait pas encore tout à fait à croire. Classification de niveau 5, accès restreint aux agences fédérales avec une habilitation top secrète. Il me regarda droit dans les yeux, sans dévier. Savez-vous ce que signifie le niveau 5, monsieur Carrington ? J'en ai une idée, répondis-je, le sourire restant strictement intérieur, là où il appartenait. Cela signifie que, quoi que vous soyez, qui que vous soyez, vous êtes bien au-dessus de mon niveau de compétence, dit-il, un soupir d'exaspération lui échappant malgré lui. Le soupir d'un homme qui vient de réaliser que les règles du jeu qu'il connaît ne s'appliquent plus. Cela signifie que je ne suis même pas censé savoir que vous existez, encore moins vous avoir assis dans ma salle d'interrogatoire à 3 heures du matin. La porte s'ouvrit à ce moment précis, avec une douceur qui contrastait avec la tension de la pièce. L'officier March entra, tenant mon café avec une précaution presque révérencieuse, les 2 mains serrées autour de la tasse comme s'il portait quelque chose de fragile et d'important à la fois. Il le posa délicatement devant moi sur la table, la tasse fumante contrastant avec la froideur du métal et de l'air. Puis se retira rapidement dans un coin de la pièce, comme s'il craignait de s'approcher trop près, son regard toujours empreint d'une nervosité palpable qu'il n'arrivait plus à dissimuler. « J'ai déjà passé des appels.
reprit le capitaine Grayson, sa voix plus tendue, reprenant le fil là où il l'avait laissé, comme si l'interruption n'avait pas eu lieu. Le bureau du FBI, le département de la justice, tous ceux qui, à mon avis, pourraient avoir des réponses. Les personnes que l'on appelle à 3 heures du matin quand les catégories habituelles cessent de fonctionner. Savez-vous ce qu'ils m'ont dit ? Je suis curieux, répondis-je, prenant une gorgée de mon café. Il était terrible, amer et tiède, réchauffé sans doute depuis trop longtemps dans une carafe oubliée quelque part dans le poste, mais j'en avais bu de bien pire dans des endroits où se plaindre du café était un luxe inenvisageable. Ils m'ont dit de vous retenir, continua-t-il, ses yeux fixant les miens avec une intensité nouvelle. L'intensité de quelqu'un qui énonce des instructions qu'il ne comprend pas encore tout à fait. De ne pas vous relâcher, de ne pas vous interroger, de ne rien faire d'autre que d'attendre. Il se pencha légèrement en arrière dans sa chaise, le dossier toujours ouvert sur la table devant lui, les pages cessant de le renseigner. Quelqu'un arrive, quelqu'un de très haut placé, et jusqu'à ce qu'il soit mon là, je suis censé vous traiter comme, et je cite, un dignitaire en visite. Il laissa ces derniers mots flotter dans l'air, l'ironie de la situation n'échappant à aucun de nous deux. « Capitaine, puis-je vous poser une question ?» demandai-je, posant ma tasse avec un geste mesuré. « Bien sûr !» répondit-il, visiblement désireux de coopérer, peut-être parce que coopérer était la seule chose qui lui restait. Les accusations de fraude portées contre moi, les preuves qui ont été soumises. Savez-vous d'où elles proviennent ? Il feuilleta le dossier, le froissement des pages résonnant dans le silence de la pièce confinée. Un tuyau anonyme, dit-il, lisant à voix basse, reconstituant en temps réel ce qu'il croyait comprendre. Appelé hier après-midi. Des accusations détaillées, des documents justificatifs, des déclarations de victimes, tout semblait béton, sans fissure. Il marqua une pause, son regard se levant vers moi. Une nouvelle compréhension commençant à se dessiner lentement sur ses traits. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Le tuyau est venu de ma femme, révélai-je, ma voix dénuée de toute émotion, posant les mots sur la table comme on pose une pièce à conviction. Les sourcils de Grayson se haussèrent, une expression de stupéfaction sincère se mêlant à sa fatigue accumulée. « Simone Carrington, la femme qui pleurait sur mon perron lorsque mes officiers vous ont arrêté ? Elle a tout orchestré, confirmai-je, le regard fixe et direct. Les documents falsifiés, les fausses déclarations de victimes, l'ensemble de la mise en scène. Elle planifie cela depuis 3 mois, avec une patience et une méthode que je n'aurais pas attendue d'elle, mais que j'aurais dû anticiper. Pourquoi votre femme vous piégerait-elle pour fraude ? Demanda Grayson, sa voix empreinte d'une incrédulité grandissante, celle d'un homme dont les 32 ans d'expérience n'avaient pas prévu cette configuration particulière. Parce qu'elle a une liaison depuis 3 ans avec un homme nommé Archer Sinclair, expliquai-je calmement, chaque mot tombant avec une précision chirurgicale, sans excès ni défaut. Parce qu'elle a découvert un compte bancaire à mon nom contenant 2 100 000 $. Et parce qu'elle estimait que si elle pouvait me faire arrêter et condamner, elle pourrait divorcer pendant mon incarcération et tout prendre avec elle. La maison, les enfants, l'argent, dans un seul mouvement, propre et définitif. Grayson me fixa d'un regard intense, ses yeux vieux de 32 ans de service, réfléchissant un mélange de choc et de suspicion professionnelle qu'il ne pouvait pas éteindre, même face à ce qu'il venait d'entendre depuis 1 heure. Le silence dans la pièce s'épaissit, lourd de l'incrédulité qui planait entre nous et que ni l'un ni l'autre ne cherchait à dissiper prématurément. « C'est une accusation grave, monsieur Carrington, » déclara-t-il finalement, sa voix basse et mesurée, mais portant en elle une tension qui ne lui appartenait plus entièrement. « C'est également la vérité, » rétorquai-je, mon propre ton restant étonnamment serein, ancré dans quelque chose de plus profond que le calme de surface. Et j'ai des preuves irréfutables. Je le regardai droit dans les yeux, laissant mes mots occuper l'espace avant d'ajouter la liste. 47 heures d'enregistrements audio, plus de 200 photographies, des séquences de vidéosurveillance détaillées couvrant plusieurs mois, des relevés bancaires précis documentant chaque transfert, et des chaînes d'emails qui retracent chaque étape de la conspiration, de la première décision jusqu'à l'appel anonyme d'hier après-midi.
Chaque élément était une pièce du puzzle que j'avais assemblé dans le silence des nuits, pendant que Simone dormait à quelques mètres de moi. Grayson fronça les sourcils, visiblement déconcerté non pas par un détail, mais par l'ampleur totale de ce que je venais d'énoncer, l'ampleur et la durée, et ce qu'elles impliquaient sur l'homme assis en face de lui. Si vous possédiez toutes ces preuves, pourquoi ne pas être venu nous trouver? Pourquoi vous êtes-vous laissé arrêter? Un léger sourire, presque imperceptible, effleura brièvement mes lèvres avant de disparaître. Parce que j'avais besoin que tout soit officiellement enregistré, gravé dans les registres de manière incontestable. J'avais besoin qu'elle croie avoir gagné, qu'elle soit pleinement convaincue de sa victoire, assez convaincue pour ne pas prendre de précautions supplémentaires. Et j'avais surtout besoin d'être assis dans cette pièce, dans ce commissariat, entouré de vos officiers et de vos systèmes. Je marquai une pause, laissant le poids de mes paroles occuper l'espace qui nous séparait, pour que, lorsque la vérité éclaterait, elle soit incontestable. Gravée non pas dans le marbre de mes convictions, mais dans celui de la procédure, là où personne ne peut en effacer la trace. À peine avais-je terminé que la porte s'ouvrit de nouveau, brisant le silence tendu. Un homme fit son entrée, grand et imposant, ses cheveux argentés soigneusement coiffés. Il portait un costume d'une coupe impeccable, dont le prix devait excéder le revenu mensuel de la plupart des gens. Son allure dégageait une assurance tranquille, celle d'une personne habituée à diriger, à entrer dans une pièce et à voir tous les autres s'effacer devant sa présence. Je le reconnus instantanément. C'était le directeur Tobias Ives du FBI. Son apparition était à la fois attendue et surprenante, un signe que les choses prenaient une tournure bien plus sérieuse. « Tout le monde dehors !» ordonna-t-il d'une voix grave et autoritaire, sans élever le ton, mais avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la discussion. Grayson se leva si brusquement qu'il faillit renverser sa chaise, son mouvement trahissant une surprise mêlée de respect. L'officier Marsh, quant à lui, avait déjà disparu avant même que le directeur n'ait fini de parler, sa réactivité témoignant de l'habitude de l'obéissance. La porte se referma derrière eux avec un claquement sec, me laissant seul avec l'un des plus puissants responsables de l'application de la loi du pays. L'air dans la pièce semblait s'être densifié, chargé de l'importance de l'instant. Le directeur Eves s'assit en face de moi, son regard perçant sondant le mien. Il ne dit rien pendant un instant, se contentant de m'observer, comme s'il cherchait à déchiffrer un code ancien. « Spectre », murmura-t-il enfin, sa voix basse, presque un souffle, mais chaque syllabe résonnait avec une histoire partagée, un passé que peu connaissaient. « Ça fait longtemps, directeur », répondis-je, un hochement de tête suffisant pour reconnaître le titre et la familiarité. Quand j'ai reçu l'appel, je n'arrivais pas à y croire, continua-t-il, son expression trahissant une profonde perplexité. Weston Carrington, arrêté pour fraude dans une petite ville de banlieue en Californie. J'ai tout de suite pensé que c'était une erreur, une méprise regrettable. Ce n'était pas une erreur, affirmai-je calmement, le regard fixe. Je l'ai orchestré. Ses yeux se plissèrent, une lueur d'incrédulité se mêlant à une pointe de suspicion. Vous avez orchestré votre propre arrestation ? J'avais besoin de passer par le système, expliquai-je, ma voix dénuée de toute émotion superflue. J'avais besoin que les accusations soient officiellement documentées, qu'elles soient gravées dans les archives. Et j'avais besoin que ma femme croie qu'elle m'avait détruit, qu'elle avait réussi à me briser. Votre femme ? Il secoua lentement la tête, un soupir s'échappant de ses lèvres. J'ai lu les allégations, Weston. Fraude, détournement de fonds, vol aux dépens de clients. Savez-vous combien de personnes verraient leur carrière anéantie par de telles accusations ? Il marqua une pause, son regard insistant. « Je le sais, et vous avez délibérément laissé cela se produire. »« Oui, » répondis-je simplement, sans la moindre hésitation ni regret apparent. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, m'étudiant avec les yeux perçants d'un homme qui avait passé 40 ans à décrypter les âmes humaines, à lire entre les lignes des comportements. Pourquoi ? Parce que Simone planifie ma destruction depuis 3 mois. Révélai-je, chaque mot tombant avec une précision chirurgicale. Elle et son amant, un homme nommé Archer Sinclair, ont créé des faux documents, fabriqué de fausses déclarations de victimes et coordonné leurs actions avec une avocate corrompue,
Priscilla Delaney, pour monter un dossier de fraude contre moi. La trahison était palpable dans l'air, une amertume que je m'efforçais de contenir. Leur objectif était de me faire arrêter, de divorcer de moi et de me faire emprisonner, tout en s'emparant de tout ce que je possède. « Et vous saviez que cela se préparait ?» demanda le directeur Ive, sa voix empreinte d'une nouvelle gravité. « Je l'ai découvert en janvier, répondis-je. J'ai passé les 3 derniers mois à mener une opération de contre-espionnage contre ma propre femme. » Le paradoxe de la situation était frappant, mais ma détermination restait inébranlable. Le directeur Ives resta silencieux un instant, absorbant mes paroles, le poids de l'information se lisant sur son visage. Ses sourcils se froncèrent légèrement, une étincelle de compréhension s'allumant dans ses yeux. « Vous avez mené une opération de contre-espionnage contre votre femme », répéta-t-il, comme pour s'assurer qu'il avait bien compris l'incroyable tournure des événements. « Elle a ciblé un ancien agent de la CIA, dis-je, une pointe d'ironie amère dans la voix. Elle ne le savait juste pas. Je marquai une pause, laissant cette vérité s'installer. « J'ai tout, directeur ?» Je détaillai la liste, chaque élément une preuve accablante de leur machination. Des enregistrements audio d'elle et d'Archer planifiant l'intégralité du complot. Des vidéos d'elle en train de falsifier des documents dans mon bureau à domicile. Des relevés bancaires prouvant qu'Archer a payé l'avocate. Des messages textes, des emails, des journaux d'appels téléphoniques. La quantité et la qualité des preuves étaient écrasantes. Assez d'éléments pour inculper les 3 pour conspiration, fraude, dépôt de fausses déclarations à la police et obstruction à la justice. Le directeur Ives hocha la tête, son expression désormais entièrement concentrée. « Où se trouvent ces preuves ? » ?»« Dans un endroit sécurisé, répondis-je. Mais j'aurai besoin de votre aide pour y accéder. Mon ordinateur portable est caché dans mon bureau à domicile, et Simone y sera probablement. » Le directeur Ives acquiesça lentement, son plan se dessinant déjà. « J'enverrai une équipe. Nous sécuriserons les preuves et nous ferons venir votre femme pour l'interroger. » Son regard se posa de nouveau sur moi, une expression plus douce, plus humaine, traversant son visage habituellement impassible. « Les enfants, Amy et Félix, 12 et 9 ans. Ils dorment à la maison. Ils ne savent rien de tout cela. » Une anxiété sourde, que j'avais réussi à contenir jusqu'à présent, menaça de me submerger. « Nous veillerons à ce qu'ils soient protégés, » me rassura-t-il, sa voix empreinte d'une sincérité qui apaisa une partie de mes craintes. « C'est tout ce que je demande, directeur, » dis-je, ma voix se brisant légèrement. « Les enfants sont innocents dans toute cette affaire. » Leur bien-être était ma seule véritable préoccupation, le moteur de toute cette opération complexe. Le directeur Ives se leva, ajustant sa veste avec un geste précis, comme s'il remettait de l'ordre dans ses pensées. Il me regarda avec une expression qui mélangeait respect et une pointe de fascination. « Vous savez, Weston, » commença-t-il, sa voix reprenant un ton plus réfléchi, « la plupart des hommes dans votre situation auraient confronté leur femme dès l'instant où ils auraient découvert l'adultère. Ils auraient immédiatement demandé le divorce, se seraient battus devant les tribunaux, auraient y fait beaucoup de bruit. » Il secoua la tête. « Mais pas vous. »« J'ai été entraîné à être patient, » répondis-je, la phrase sonnant comme un mantra gravé en moi. « Patient ?» Il esquissa un léger sourire, un éclair de reconnaissance dans ses yeux. « Vous avez passé 18 ans à infiltrer des organisations criminelles. Vous avez démantelé des cartels, des trafiquants d'armes, des réseaux de traite d'êtres humains. Vous étiez l'un des meilleurs agents que nous ayons jamais eus. » Il marqua une pause, le poids de ses souvenirs planant dans l'air. « Et votre femme a cru pouvoir vous déjouer. »« Elle ne savait pas qui j'étais, » dis-je, la vérité de ces mots résonnant avec une amertume profonde. « Non, » confirma-t-il, son regard se faisant plus grave. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, se retournant pour me fixer une dernière fois. « C'est ça, le problème avec les identités d'emprunt, n'est-ce pas? Elles fonctionnent parfois un peu trop bien. Les personnes les plus proches de vous ne connaissent pas votre véritable identité. » Je réfléchis à cela un instant, le silence de la pièce empli de cette vérité troublante. « Peut-être que c'est mieux ainsi, » murmurai-je, une pensée qui m'avait souvent traversé l'esprit au fil des années. « Peut-être, » concéda-t-il, une nuance d'incertitude dans sa voix. Il ouvrit la porte,
la lumière du couloir inondant brièvement la pièce. « Tenez bon, Spectre, la nuit va être longue. Permettez-moi de vous dire qui je suis vraiment. Mon nom est Weston Thomas Carrington. Je suis né en 1975 dans une petite ville de Virginie, un endroit où les jours s'écoulaient au rythme des saisons et où les destins semblaient tracés d'avance. J'étais le fils d'un ouvrier d'usine, dont les mains portaient les marques du labeur, et d'une institutrice dont la patience et la douceur éclairaient nos vies. À bien des égards, j'étais un enfant ordinaire, sans rien de particulièrement remarquable. Mes notes étaient correctes, sans être brillantes, et je comptais peu d'amis, préférant souvent la solitude à l'agitation des groupes. J'étais un enfant calme, absorbé, qui passait la majeure partie de son temps libre plongé dans les livres, explorant des mondes lointains et des idées complexes. Mais ma curiosité ne se limitait pas aux pages imprimées. J'aimais aussi démonter les appareils électroniques, pièce par pièce, pour comprendre les mécanismes internes, la logique cachée derrière leur fonctionnement. Pourtant, malgré cette apparence banale, je possédais un don unique qui me distinguait des autres, une capacité innée qui allait définir ma vie. Je pouvais devenir n'importe qui. Cela a commencé au lycée. Je découvrais alors, presque instinctivement, ma capacité à adopter différentes personnalités, à me glisser dans des rôles variés en fonction des situations. Ce n'était pas un jeu d'acteur conscient au début, mais plutôt une adaptation fluide, une manière de naviguer dans le monde en présentant la version de moi-même la plus appropriée ou la plus utile à l'instant T. Le clown de la classe avec les sportifs, l'étudiant sérieux avec les professeurs, le solitaire sensible avec les filles que je voulais impressionner. Ce n'était pas de la manipulation à proprement parler. C'était plutôt comme jouer un rôle, comme enfiler des costumes parfaitement adaptés à différentes occasions. Je me fondais dans le décor, adoptant les manières et les expressions de ceux qui m'entouraient, non pas pour les tromper, mais pour me sentir à ma place, pour naviguer plus aisément dans le monde complexe des interactions sociales. Lorsque j'ai intégré le MIT, j'avais affiné cette capacité, la transformant en quelque chose de bien plus sophistiqué, presque une seconde nature. Je pouvais modifier mon langage corporel avec une précision chirurgicale, ajuster mes intonations et mes schémas de discours, et même altérer ma démarche, mon allure générale, pour correspondre parfaitement à n'importe quel rôle que je devais endosser. Je possédais désormais la faculté de convaincre n'importe qui que j'étais exactement la personne que je prétendais être, sans l'ombre d'un doute. C'était une maîtrise totale de l'apparence, une immersion complète dans l'identité choisie. La CIA l'a remarqué. Ils m'ont recruté en 1998, durant ma dernière année d'université. Je me souviens encore de ce jour. Un homme en costume gris, d'une élégance discrète mais implacable, m'a abordé après un cours magistral sur la cryptographie. Son regard était perçant, son expression impassible. Il m'a tendu une carte de visite d'un blanc immaculé, sans logo apparent, et a prononcé 6 mots qui ont résonné en moi, bouleversant le cours de mon existence. Votre pays a besoin de vos talents. 3 mois plus tard, je me trouvais dans un centre d'entraînement secret en Virginie, un lieu isolé où le silence n'était brisé que par le bruit des tirs et les ordres secs. Là, j'ai commencé à acquérir les compétences qui allaient définir les 18 années suivantes de ma vie. J'ai appris la surveillance et la contre-surveillance, l'art subtil de l'observation et de la dissimulation. J'ai maîtrisé les techniques d'interrogatoire, la psychologie de la persuasion et de la résistance. Le combat au corps à corps est devenu une danse brutale et efficace, une extension de ma volonté. J'ai développé une expertise en maniement des armes, des pistolets aux fusils d'assaut, et j'ai acquis des connaissances en démolition, comprenant comment réduire des structures en poussière avec une précision calculée. Les langues sont devenues des outils essentiels. J'en ai finalement maîtrisé 7, chacune ouvrant une nouvelle porte sur un monde différent. Mais ma compétence principale, celle qui me distinguait véritablement, était l'infiltration. Cette capacité à me transformer en d'autres personnes, à adopter des identités avec une telle complétude que, parfois, même moi, je finissais par oublier qui j'étais réellement. C'était une immersion totale, une perte de soi volontaire pour mieux servir la mission. Ils m'ont donné un nom de code, Spectre. Pendant 18 ans, j'ai été un fantôme,
une ombre insaisissable. J'ai infiltré des cartels de la drogue en Colombie, où l'air était lourd d'humidité et de danger. J'ai navigué dans les réseaux de trafic d'armes en Europe de l'Est, des labyrinthes sombres où la méfiance était la seule monnaie. J'ai démantelé des filières de traite d'êtres humains en Asie du Sud-Est, des opérations d'une cruauté inimaginable. Je passais des mois, parfois des années, à construire des couvertures élaborées, à gagner la confiance de criminels impitoyables, à collecter des renseignements cruciaux qui ont permis de faire tomber certaines des organisations criminelles les plus dangereuses du monde. Chaque mission était un pari avec la mort, une danse constante au bord du précipice. J'ai été arrêté 17 fois, chaque fois une épreuve de nerfs et de ruse. J'ai été blessé par balle à 3 reprises, la douleur physique n'étant qu'une fraction de la souffrance mentale. J'ai été torturé 2 fois, des expériences qui ont gravé des cicatrices invisibles dans mon âme. J'ai vu des amis mourir, des camarades dont les visages hantent encore mes nuits. J'ai tué des gens qui devaient être tués, des décisions prises dans le feu de l'action, dont le poids ne me quitterait jamais. Et à travers tout cela, je suis resté invisible, un spectre, une légende murmurée dans les couloirs de l'agence. En 2016, j'avais 41 ans. J'avais 2 enfants, Amy, âgée de 4 ans, et Félix, qui venait d'avoir 1 an. J'avais aussi une femme, Simone, qui pensait que j'étais un consultant en informatique, souvent en déplacement pour le travail. J'avais manqué leurs premiers pas, leurs premiers mots, d'innombrables histoires du soir. J'avais vu des choses qui me donnaient des cauchemars que je ne pouvais expliquer à personne, des images gravées dans ma mémoire qui refusaient de s'estomper. J'étais épuisé, vidé de toute substance. Il était temps de me retirer. L'agence m'a mis en place un fonds de pension conséquent, s'élevant à 2 100 000 $, le fruit de toute une vie de primes de danger et de risques. Ils m'ont également fourni une histoire de couverture impeccable. Weston Carrington, consultant en informatique. Un homme ennuyeux, oubliable, parfaitement ordinaire. Exactement ce dont j'avais besoin. Je croyais que je pourrais enfin avoir une vie normale, une femme aimante, des enfants qui grandissent sous mes yeux, des barbecues dans le jardin, des matchs de football le week-end et des dimanches matins paresseux. Je me suis trompé. J'ai rencontré Simone en 2010, lors d'une brève permission entre 2 opérations. Elle travaillait comme organisatrice d'événements pour un gala de charité auquel j'assistais. Elle était magnifique, pleine de charme, et exactement ce dont j'avais besoin après 6 mois d'infiltration dans un réseau d'armes russes. Son rire était léger, son regard pétillant et sa présence apaisante. Nous avons parlé pendant des heures, échangeant des confidences et des sourires, puis nos numéros de téléphone. Nous avons dîné ensemble la semaine suivante, et chaque instant passé à ses côtés me semblait être un baume sur les blessures invisibles de mon âme. Elle semblait si normale, si rafraîchissante, si merveilleusement normale. En l'espace de 6 mois, j'étais éperdument amoureux. Moins d'1 an plus tard, nous étions mariés. Mon agent de liaison, Arlon Northwood, m'avait pourtant mis en garde. Son visage buriné par les années de service reflétait une sagesse amère. Il avait vu trop d'agents épouser des femmes civiles, pour ensuite voir ces mariages s'effondrer sous le poids des secrets et des absences. « Elle ne sait pas qui tu es », m'avait-il dit d'une voix grave, son regard scrutant le mien. « Que se passera-t-il quand elle le découvrira ?» J'avais balayé ses craintes d'un revers de main, avec l'arrogance de l'amoureux. « Elle ne le découvrira pas. » Arlon avait soupiré, secouant la tête. Tout le monde finit par le découvrir, Weston. Mais je l'avais ignoré. J'étais amoureux, et j'étais arrogant, et je croyais pouvoir compartimenter ma vie pour toujours, garder mes 2 mondes hermétiquement séparés. Amy est née en 2012, Félix en 2015, et pendant quelques années, tout a semblé parfait. J'ai manqué des anniversaires et des célébrations importantes à cause de mes voyages d'affaires incessants. Je rentrais à la maison avec des blessures que je ne pouvais expliquer, des ecchymoses et des cicatrices dont l'origine restait un mystère pour Simone. Je me réveillais en hurlant de cauchemars terrifiants, des visions de violence et de trahison que je ne pouvais partager avec personne. Mais Simone semblait comprendre, ou du moins, elle ne posait pas de questions. Elle ne me poussait jamais, n'exigeait jamais de réponse, ne remettait jamais en question les incohérences flagrantes de mes histoires.
Avec le recul, je réalise que c'était le premier signal d'alarme, le premier drapeau rouge que j'aurais dû voir. Une femme normale aurait été suspicieuse. Une femme normale aurait voulu savoir pourquoi son mari disparaissait pendant des semaines, pourquoi il rentrait avec des marques de coups, pourquoi il restait parfois des heures à fixer un mur sans parler, l'esprit perdu dans des souvenirs lointains. Simone n'a jamais posé ces questions parce qu'elle ne s'en souciait pas vraiment. Elle m'avait épousé pour ce qu'elle pensait que je lui apporterais. La stabilité, le confort, la richesse. Lorsque j'ai pris ma retraite en 2016 et que nous avons déménagé dans une modeste maison de banlieue avec un revenu tout aussi modeste, la déception s'est installée, insidieuse et amère. Elle s'attendait à bien plus. Elle s'attendait à ce que mes voyages d'affaires se traduisent par un style de vie somptueux, pas par une maison de 3 chambres avec une Honda garée dans l'allée. J'ai remarqué le changement progressivement, la façon dont elle soupirait en regardant sa garde-robe, les plaintes à propos des vacances de nos voisins, le regard à peine dissimulé d'envie qu'elle posait sur les bijoux des autres femmes. J'ai essayé de la rendre heureuse. Je l'ai surprise avec des voyages, des cadeaux coûteux, des dîners romantiques, mais rien n'était jamais suffisant. Il y avait toujours quelque chose de plus qu'elle désirait, quelque chose de mieux qu'elle pensait mériter. En 2020, nous étions devenus des étrangers partageant la même maison. Nous dormions dans le même lit, mais nous nous touchions à peine. Nous dînions ensemble, mais nous parlions rarement, le silence pesant entre nous comme un linceul. Les enfants étaient la seule raison pour laquelle nous fonctionnions encore comme une famille, le seul lien qui nous maintenait ensemble. J'aurais dû voir ce qui allait arriver. Mais après 18 ans passés à décrypter les gens, à débusquer les mensonges et les arrière-pensées, j'avais baissé ma garde avec la personne en qui j'avais le plus confiance. Ce fut ma plus grande erreur, une faille impardonnable dans mon propre système de défense. J'ai découvert l'affaire en novembre 2023. Ce n'est pas une intuition soudaine qui m'a alerté, mais plutôt l'instinct affûté par des années de formation rigoureuse. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et même dans ma vie civile, je me retrouvais inconsciemment à cataloguer les détails, à repérer les schémas récurrents, à archiver des informations qui, un jour, pourraient s'avérer utiles. Au fil de plusieurs mois, ces schémas ont commencé à s'assembler, formant une image de plus en plus nette et troublante. Le téléphone de Simone, toujours posé face contre table, comme pour dissimuler un secret numérique. Les nouveaux mots de passe sur ses comptes, modifiés sans la moindre explication, érigeant des murs invisibles autour de sa vie privée. Les voyages d'affaires qui coïncidaient étrangement avec mes propres absences. Des déplacements que j'ai ensuite réalisés qu'elle n'effectuait pas du tout. Chaque petit détail, insignifiant en soi, s'ajoutait aux autres, créant une dissonance grandissante dans la symphonie de notre quotidien. Une froide certitude s'est installée, remplaçant peu à peu l'amour par une vigilance calculée. J'ai alors mis en place un système de surveillance. Pas sur son téléphone, ni sur son ordinateur, car ces méthodes étaient trop évidentes, trop facilement détectables par quelqu'un d'aussi rusé qu'elle. Au lieu de cela, j'ai dissimulé de minuscules caméras dans la maison, dans des endroits qu'elle n'aurait jamais songé à inspecter. Derrière un livre sur l'étagère, incrusté dans le cadre d'une horloge ancienne ou camouflé dans un détecteur de fumée. J'ai suivi chacun de ses mouvements grâce au GPS de sa voiture, une petite balise discrète que j'avais installée sous le châssis. J'ai également configuré des alertes pour tout retrait important de nos comptes joints, surveillant nos finances avec une précision chirurgicale. En moins d'une semaine, j'ai eu la confirmation irréfutable de mes soupçons. Archer Sinclair, 44 ans, un homme d'affaires fortuné issu d'une vieille famille de l'aristocratie financière, le genre d'individu qui portait des costumes sur mesure, conduisait des voitures de luxe et se croyait en droit d'obtenir tout ce qu'il désirait, y compris ma femme. Ils se rencontraient dans des hôtels discrets, des lieux anonymes où leurs étreintes volées passaient inaperçues. Ils partaient en voyage ensemble pendant que j'étais au travail, transformant mes absences en opportunités pour leur liaison. Ils échangeaient des cadeaux coûteux, des messages enflammés et des promesses creuses. Il lui avait dit qu'il quitterait sa femme. Elle lui avait assuré qu'elle me quitterait. J'ai tout observé, chaque scène de cette mascarade, chaque mot échangé, chaque geste traître. Pendant 2 mois, je n'ai rien fait, me contentant d'être un observateur silencieux et implacable. J'ai regardé,
J'ai collecté des preuves. J'ai méticuleusement construit un dossier, pièce par pièce, sans laisser transparaître la moindre émotion. Puis, en janvier 2024, j'ai découvert quelque chose de bien pire. Une trahison qui dépassait de loin la simple infidélité. Simone avait découvert mon fonds de pension. Je ne sais pas comment elle avait fait. Peut-être avait-elle fouillé dans mes papiers personnels, peut-être avait-elle engagé quelqu'un pour enquêter sur mes finances, ou peut-être Archer l'avait-il aidé, utilisant ses propres contacts douteux. Mais elle avait mis la main sur les 2 100 000 $ qui se trouvaient sur un compte dont elle ignorait toute l'existence. Elle avait immédiatement supposé que je lui cachais de l'argent, qu'il s'agissait de fonds volés à des clients, de détournements, que j'avais bâti une fortune secrète tout en prétendant être un modeste consultant en informatique. Elle avait en partie raison. Je cachais de l'argent, mais ce n'était pas de l'argent volé. C'était l'argent que j'avais gagné au prix de 18 années à risquer ma vie pour mon pays. Des fonds qui m'appartenaient légalement et légitimement, protégés par la loi fédérale. Elle ne savait rien de tout cela. Elle ne savait absolument rien de mon véritable passé, de ma véritable identité. Et elle avait décidé d'utiliser cet argent comme sa stratégie de sortie, son plan pour une nouvelle vie. Le stratagème de fraude était l'idée d'Archer. Je l'ai appris grâce aux enregistrements que j'avais méticuleusement collectés. Il avait une certaine expérience des crimes financiers, s'étant tiré d'affaires douteuses pendant des années, et il avait vu là une opportunité en or. S'il pouvait me piéger pour fraude, je serais arrêté et presque certainement condamné. Pendant que je croupirais en prison, Simone pourrait divorcer, réclamer la maison et la garde des enfants, et finirait par découvrir l'argent caché, qu'elle croirait alors être le fruit de mes méfaits. Ils avaient fait appel à Priscilla Delany, une avocate qu'Archer connaissait de ses précédentes affaires. Elle les avait aidés à élaborer le cadre juridique de leur machination, forgeant de fausses plaintes de clients, fabriquant des preuves de détournement de fonds, créant une piste documentaire qui pointait directement vers moi. Ils avaient été minutieux. Je devais leur reconnaître ce mérite. Si j'avais été n'importe qui d'autre, si j'avais été le consultant en informatique effacé que je prétendais être, leur plan aurait fonctionné à la perfection. Mais je n'étais pas n'importe qui d'autre. J'ai passé 3 mois entiers à préparer ma contre-opération, une période d'une intensité psychologique insoutenable. Je les ai laissés croire que leur plan était indétecté, que leur victoire était assurée. J'ai continué ma routine normale, allant au travail, rentrant à la maison, jouant avec mes enfants, dormant à côté de ma femme sans jamais laisser transparaître la rage froide qui brûlait en moi. Chaque jour était une performance, chaque sourire un masque. Pendant ce temps, j'ai rassemblé mes propres preuves avec une précision chirurgicale. Chaque conversation entre Simone et Archer a été enregistrée. Chaque document qu'elle avait falsifié a été photographié. Chaque paiement qu'Archer avait effectué à Priscilla a été tracé et documenté. J'ai construit un dossier si étanche qu'aucun jury au monde n'aurait pu les acquitter. Et j'ai attendu. J'ai attendu qu'ils tendent leur piège, que l'appel anonyme soit passé à la police, que l'arrestation à 2 heures du matin les convainque qu'ils avaient gagné. Car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Au moment même où ils déposeraient ces fausses accusations, ils commettraient des crimes fédéraux. Et au moment où je révélerais ma véritable identité, ces crimes seraient investigués par des agences bien plus puissantes que n'importe quel service de police local. Simone pensait qu'elle détruisait un anonyme. En réalité, elle se détruisait elle-même. L'équipe du FBI est arrivée à ma maison à 4h30 du matin. Je les ai observés depuis un moniteur au poste de police, les véhicules banalisés se garant discrètement, encerclant la propriété avec une efficacité silencieuse, puis frappant à la porte d'entrée. Simone a ouvert, vêtue de son peignoir, l'air d'abord confus, puis effrayé, alors qu'il lui expliquait la raison de leur présence. « Madame Carrington, nous avons un mandat de perquisition pour ces lieux. Veuillez s'il vous plaît sortir », a déclaré l'un des agents d'une voix calme mais ferme. « Quoi? Pourquoi? Mon mari vient d'être arrêté » s'est-elle exclamée, le visage blême. « Ceci est lié à cette arrestation. Veuillez coopérer », a répondu l'agent, ne laissant aucune place à la discussion. Ils ont trouvé mon ordinateur portable exactement là où je l'avais caché, ainsi que l'équipement de surveillance, les disques durs externes,
et les fichiers de sauvegarde que j'avais stockés dans un coffre-fort ignifuge dans le garage. Tout a été catalogué, étiqueté et retiré comme preuve. Et puis, ils ont trouvé autre chose. Dans le bureau de Simone, celui qu'elle pensait que je n'entrais jamais, ils ont découvert une pile de documents falsifiés. La preuve irréfutable de sa propre trahison. Les plaintes de clients, fabriquées de toutes pièces sur son ordinateur, les fausses factures où ma signature avait été copiée-collée, et même un brouillon du tuyau anonyme qu'elle avait envoyé à la police. Elle avait tout conservé. Certains criminels sont suffisamment astucieux pour détruire les preuves de leurs méfaits. Simone, elle, n'en faisait manifestement pas partie. Son manque de prévoyance, ou peut-être son arrogance, avait scellé son destin. À 6 heures du matin, elle était menottée. Les agents fédéraux l'avaient emmenée de la maison, son peignoir toujours froissé, son visage encore marqué par la stupeur et la colère. 1 heure plus tard, à 7 heures, Archer Sinclair avait été interpellé dans son appartement du centre-ville. Les agents l'avaient surpris alors qu'il prenait son café matinal, interrompant brutalement sa routine. À 8 heures, ce fut au tour de Priscilla Delaney d'être arrêtée dans son cabinet d'avocat. La scène fut d'une brutalité publique, ses clients et collègues observant, horrifiés, les agents fédéraux l'escortaient loin de son bureau, sous le regard incrédule de tous. Et à 9 heures du matin, je franchissais le seuil de ma propre maison. Amy et Félix dormaient encore profondément lorsque j'entrais. Le silence de la maison contrastait étrangement avec le tumulte de la nuit et de l'aube. Ma belle-mère, la mère de Simone, que j'avais fait appeler pour s'occuper des enfants, se tenait dans le salon. Son visage était un mélange de confusion et de fureur contenue. « Que se passe-t-il » exigea-t-elle, sa voix tremblante d'indignation. « Où est ma fille ?» Je la regardai, mon expression impassible. « Elle est en détention fédérale » répondis-je d'une voix calme, dénuée de toute émotion. « Elle a été arrêtée pour complot en vue de commettre une fraude, pour fraude et pour dépôt de fausses déclarations à la police. »« C'est impossible !» s'écria-t-elle, ses yeux s'écarquillant. « Simone ne ferait jamais... » »« Elle l'a fait, » la coupai-je, mon ton ne laissant aucune place au doute. « J'en ai la preuve irréfutable. Et maintenant, elle va devoir en assumer les conséquences. » Sans un mot de plus, je la dépassai et montai les escaliers, laissant derrière moi son visage blême et son silence stupéfait. Je me dirigeai vers les chambres où mes enfants dormaient. Amy était recroquevillée, serrant son lapin en peluche contre elle, ses cheveux sombres étalés en éventail sur l'oreiller. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux, enveloppant la pièce d'une aura de paix. Félix, lui, était étendu sur le dos, la bouche légèrement ouverte, émettant ces petits ronflements que j'avais tant manqués pendant de nombreuses nuits au fil des ans. Je restais immobile sur le pas de la porte, les observant respirer, le cœur serré par une émotion profonde. C'étaient eux, les seules personnes qui comptaient en vraiment. Ni Simone, ni Archer, ni l'argent, ni la maison, ni aucune autre possession matérielle. Juste mes enfants. J'avais passé 18 ans à protéger des inconnus, des ombres dans le vaste monde. Désormais, ma mission était claire. Je protégerais les 2 êtres qui avaient réellement besoin de moi, les 2 personnes pour qui mon existence avait un sens inconditionnel. Les procès se déroulèrent au cours de l'année suivante, une période longue et éprouvante. Simone, Archer et Priscilla furent chacun inculpés de complot en vue de commettre une fraude, de dépôt de fausses déclarations à la police et d'entrave à la justice. Les preuves accumulées contre eux étaient accablantes, un mur infranchissable de faits et de témoignages. Il n'y avait pas seulement mes enregistrements et ma surveillance méticuleuse, mais aussi l'enquête approfondie du FBI, qui avait mis au jour des crimes supplémentaires dont je n'avais même pas eu connaissance. Archer, il s'avéra, détournait des fonds de sa propre entreprise depuis des années, un secret bien gardé qui menaçait de s'effondrer. Il avait prévu d'utiliser la part de Simone de mon argent caché pour couvrir ses pertes avant que quiconque ne s'en aperçoive. Mais lorsque les enquêteurs commencèrent à tirer sur ce fil, toute sa maison de cartes financières s'écroula avec fracas. Face à l'ampleur des preuves et à la certitude d'une condamnation, il plaida coupable pour éviter un procès public et potentiellement plus long. Il fut condamné à 15 ans de prison fédérale. Priscilla, quant à elle,
tenta de se défendre avec acharnement. Elle affirma avoir été manipulée par Simone et Archer, clamant qu'elle n'avait aucune idée que les documents qu'elle avait contribué à créer étaient frauduleux. Son plaidoyer pour l'ignorance et la victimisation ne convainquit pas le jury. Les preuves de sa complicité étaient trop solides, son rôle trop central. Après de longues délibérations, elle fut reconnue coupable et condamnée à 10 ans de prison. Et puis, il y eut Simone. Elle choisit d'aller jusqu'au procès, déterminée à se battre jusqu'au bout. Elle engagea les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter, ce qui restait de l'argent d'Archer, après ses propres déboires. Elle contesta chaque accusation avec toute l'énergie et la ruse dont elle était capable. Mais ce ne fut pas suffisant. Les enregistrements que j'avais méticuleusement collectés la détruisirent. Sa propre voix, planifiant ma ruine, fut diffusée en pleine audience pour que chacun puisse l'entendre. Son rire suffisant alors qu'elle discutait de la manière de me priver de mes enfants. Ses calculs froids sur le montant d'argent qu'elle obtiendrait. L'effet fut dévastateur. Le jury délibéra pendant moins de 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. 12 ans de prison fédérale. J'étais dans la salle d'audience lorsque le verdict fut prononcé. Je la regardais, son visage s'effondrait, ses traits se déformaient sous le choc et le désespoir. Je la vis se tourner vers moi, un regard teinté d'une sorte de supplication dans ses yeux. « Weston, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « S'il te plaît, les enfants, ils seront pris en charge. »« Par moi » répondis-je, ma voix ferme et sans appel. Je sortis de la salle d'audience et ne regardai jamais en arrière. Expliquer toute cette situation à Amy et Félix fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ce n'étaient pas les arrestations spectaculaires, ni les procès complexes, ni aucun des défis opérationnels que j'avais affrontés pendant mes années au sein de l'agence. Non, le plus dur fut de m'asseoir avec ma fille de 12 ans et mon fils de 9 ans, et de leur expliquer pourquoi leur mère allait en prison. J'ai gardé les choses simples, adaptées à leur âge. Je leur ai dit que leur mère avait fait de très mauvais choix, qu'elle avait enfreint la loi et qu'elle devait en subir les conséquences. « C'est à cause de toi ?» demanda Amy, ses grands yeux fixés sur moi. « Elle t'a fait quelque chose de mal ?»« Oui, ma chérie. Elle a essayé de me faire du mal, mais elle a été prise. »« Tu vas bien ?»« Je vais bien, et je serai là pour vous, tous les deux, toujours. » Félix ne dit pas grand-chose. Il se contenta de grimper sur mes genoux et de s'accrocher à moi, comme il le faisait quand il était tout petit et que quelque chose l'effrayait. Je le serrai fort contre moi, lui offrant le réconfort silencieux qu'il cherchait. Au cours des mois suivants, nous nous sommes installés dans une nouvelle routine, une vie plus calme et plus centrée. J'ai accepté un poste de consultant qui me permettait de travailler depuis la maison. L'agence m'avait aidé à l'obtenir, un dernier service pour un vieil agent. Chaque matin, je préparais le petit déjeuner, conduisais les enfants à l'école, les aidais avec leurs devoirs et assistais à chaque match de football et à chaque récital de danse. J'étais enfin le père que j'aurais dû être depuis le début, pleinement présent, pleinement engagé. Les enfants posaient parfois des questions sur leur mère. Parfois, j'organisais des appels téléphoniques supervisés et je facilitais des visites à la prison fédérale où elle était incarcérée. Je ne voulais pas qu'ils la haïssent, je ne voulais pas qu'ils grandissent avec ce genre de poison dans le cœur, mais je ne prétendais pas non plus qu'elle était innocente. Quand ils furent assez grands, je leur montrai certaines des preuves. Pas les pires, mais suffisamment pour qu'ils comprennent que leur mère avait fait des choix lourds de conséquences. « Pourquoi a-t-elle fait ça ?» me demanda Amy un jour, le regard pensif. « Elle ne nous aimait pas ?» demanda Amy, sa voix empreinte d'une tristesse qui me serra le cœur. Ses grands yeux, si semblables à ceux de sa mère, me fixaient, cherchant une vérité que je devais lui livrer avec la plus grande délicatesse. « Je crois qu'elle t'aimait, toi ?» répondis-je avec une prudence calculée, chaque mot pesé avant d'être prononcé. Je pris sa petite main dans la mienne, la caressant doucement. Mais elle aimait l'argent encore plus, et elle a commis l'erreur de croire que ces deux choses étaient interchangeables, qu'elles se valaient. Je secouai légèrement la tête, mon regard se perdant un instant dans le vide. Ce n'est pas le cas, ma chérie. Non, absolument pas. 2 années s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique, 2 années de reconstruction silencieuse. J'avais maintenant 51 ans, et je vivais toujours dans la même maison.
mais elle avait été transformée. J'avais entrepris de redécorer la plupart des pièces, un processus presque thérapeutique. Chaque coup de pinceau, chaque nouvel objet était une tentative délibérée d'effacer les dernières traces de Simone, de purger l'espace de son souvenir envahissant. Les murs, autrefois témoins de son passage, étaient désormais ornés de photographies joyeuses de mes enfants et moi, de dessins colorés qu'Amy avait réalisés avec une ferveur artistique touchante et de certificats encadrés attestant des victoires de Félix dans sa ligue de baseball. Chaque élément nouveau était une encre, un rappel tangible de la vie que nous construisions, une vie ancrée dans le présent et l'amour familial. Amy avait maintenant 14 ans, une adolescente en pleine effervescence, avec tout le drame et l'intensité que cet âge implique. Ses humeurs pouvaient changer comme le vent, et ses préoccupations, autrefois enfantines, s'étaient transformées en un tourbillon de découvertes. Elle avait récemment découvert le maquillage, les garçons et les réseaux sociaux, des univers qui me semblaient bien plus complexes et imprévisibles que n'importe quelle opération clandestine. Elle me tenait constamment en alerte, me posant des défis émotionnels et logistiques pour lesquels aucune formation de la CIA ne m'avait jamais préparé. Gérer une crise existentielle due à un « j'aime » manquant sur Instagram s'avérait parfois plus délicat que de désamorcer une bombe. Félix, lui, avait 11 ans. Il était plus calme que sa sœur, plus réfléchi, souvent plongé dans ses pensées. Il partageait ma passion pour les ordinateurs, même s'il ignorait encore l'étendue de mes propres compétences dans ce domaine. Ses yeux brillaient d'une curiosité insatiable lorsqu'il était devant un écran, et il passait des heures à explorer des lignes de code. Il construisait déjà des programmes simples qui impressionnaient ses professeurs, une fierté silencieuse pour moi. Je le regardais faire, reconnaissant en lui une part de moi-même, mais aussi une innocence que j'espérais préserver. Il savait désormais qui j'étais, du moins en partie. Pas tout, bien sûr. Je ne leur avais pas révélé les noms des opérations secrètes, ni le nombre de vies que j'avais été contraint de prendre, ni les chapitres les plus sombres et les plus douloureux de ma carrière. Mais ils connaissaient les grandes lignes. Ils savaient que leur père avait été un agent du gouvernement, un homme qui avait accompli un travail dangereux pendant de longues années. Et, plus important encore à leurs yeux, ils savaient que j'avais pris ma retraite pour être avec eux, pour leur offrir une présence que je leur avais si longtemps refusée. L'année dernière, j'avais montré à Amy ma médaille du mérite du renseignement. C'était la plus haute distinction que la CIA décernait à ses officiers, un objet lourd et froid, gravé de symboles discrets. Je l'avais gardé caché pendant des années, enfoui au fond d'un tiroir, comme un secret trop lourd à porter. Mais je voulais qu'elle comprenne que la vie de son père n'avait pas toujours été aussi ennuyeuse que son travail de consultant pouvait le laisser paraître. Je voulais qu'elle saisisse l'ampleur des sacrifices, la complexité de l'homme que j'avais été, et la raison pour laquelle j'avais choisi de tout quitter pour eux. C'était une tentative de leur donner une image plus complète de moi, au-delà du père au foyer. « Tu étais un espion ?» me demanda-t-elle, les yeux écarquillés, son visage reflétant un mélange d'incrédulité et d'admiration. Le mot « espion » sonnait si étrange dans sa bouche, si loin de la réalité complexe et souvent brutale de mon passé. « Quelque chose comme ça », répondis-je avec un léger sourire, essayant de minimiser l'impact tout en reconnaissant la vérité. « C'est tellement cool !» s'exclama-t-elle, et je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe d'amusement face à cette réaction adolescente. Elle marqua une pause, son regard devenant plus sérieux, plus introspectif. « C'est pour ça que maman n'a pas pu te piéger ?» La question me frappa, révélant la profondeur de sa compréhension, la façon dont elle avait lié les événements. « En partie, oui, » admis-je, ma voix s'adoucissant. « Mais surtout, ma chérie, c'est parce que je vous aimais, toi et Félix, bien trop fort pour laisser qui que ce soit vous arracher à moi. Mon amour pour vous était ma plus grande force, mon bouclier le plus impénétrable. » Elle se jeta dans mes bras, me serrant avec une force féroce, le genre de câlin qu'elle me donnait quand elle était toute petite et qu'elle cherchait un refuge. Je la serrai en retour, enfouissant mon visage dans ses cheveux, savourant ce moment de pure connexion. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle, sa voix étouffée contre ma chemise. « Je t'aime aussi, ma chérie », répondis-je, le cœur gonflé d'une tendresse infinie.
Il y a quelques mois, le directeur Tobias Ives m'avait contacté. Son appel avait été inattendu, une réminiscence de mon passé qui avait résonné dans le calme de ma nouvelle vie. L'agence avait besoin de consultants, m'avait-il expliqué. Des agents expérimentés, capables de conseiller sur les opérations en cours sans avoir à retourner sur le terrain. L'offre était alléchante, une bonne rémunération, des horaires flexibles, une opportunité d'utiliser mes compétences aiguisées sans risquer ma vie. Je lui avais dit que j'y réfléchirais, mais la vérité était que l'idée même de replonger, même de loin, dans ce monde me laissait perplexe. J'avais passé 18 ans à être un fantôme, une ombre sans visage, sans attache, dont l'existence même était un secret. Je ne voulais plus être un fantôme, je voulais être un père, un vrai, un père présent, disponible, l'homme vers qui mes enfants se précipitaient lorsqu'ils avaient peur, lorsqu'ils étaient heureux, ou lorsqu'ils étaient simplement confus. Cette présence, cette connexion authentique valait bien plus à mes yeux que n'importe quelle mission, n'importe quelle médaille, n'importe quelle reconnaissance. C'était la seule mission qui comptait désormais. Parfois, il m'arrivait de penser à Simone. Pas souvent, non. La plupart du temps, j'avais réussi à dépasser la colère et le sentiment de trahison qui m'avait consumé. Mais, occasionnellement, tard dans la nuit, alors que le silence enveloppait la maison, je me demandais ce qu'elle faisait, si elle regrettait sincèrement ses actes, si elle pensait aux enfants qu'elle avait perdus par sa propre faute. Je me demandais si la solitude de sa cellule lui avait apporté une quelconque forme de clarté, ou si elle restait prisonnière de ses illusions. Il lui restait encore 7 ans à purger de sa peine. Elle serait libérée quand Amy aurait 21 ans et Félix 18. À ce moment-là, ils seraient tous des adultes, pleinement capables de décider par eux-mêmes s'ils souhaitaient ou non renouer avec leur mère. Je n'essaierai en aucun cas d'influencer cette décision. Quel que soit leur choix, je les soutiendrai, inconditionnellement. Mon rôle était de les guider, pas de leur dicter leurs sentiments. Mais je ne ferai pas non plus semblant que ce qu'elle avait fait était autre chose que ce que c'était réellement. Une tentative calculée, froide et impitoyable de me détruire et de s'emparer de tout ce que j'avais construit. Elle m'aurait regardé pourrir en prison sans le moindre remords, sans une once d'hésitation. Elle aurait monté mes enfants contre moi, les manipulant avec la même habileté qu'elle utilisait pour ses affaires. Elle m'aurait dépouillé de mon argent, de ma maison, de ma dignité, sans y réfléchir à 2 fois, sans le moindre scrupule. Son erreur fondamentale avait été de ne pas savoir qui j'étais vraiment. Elle avait vu l'homme d'affaires, le père de famille, l'époux, mais elle n'avait jamais percé la façade. J'avais passé 18 ans de ma vie à apprendre à lire les gens, à déceler les mensonges les plus subtils, à percer les masques que chacun porte pour se protéger ou pour tromper. C'était devenu une seconde nature, une compétence affûtée par des années de pratique dans les situations les plus tendues. Et lorsque la femme que j'avais aimée, celle avec qui j'avais partagé ma vie, avait tenté de me détruire, j'avais vu clair en elle aussi, malgré la douleur de cette révélation. Je l'avais laissé croire qu'elle avait gagné. Je l'avais laissé savourer sa victoire éphémère, se délecter de son triomphe illusoire. Et puis, au moment opportun, j'avais tout repris, tout ce qu'elle avait planifié de me voler. J'avais démantelé son plan pièce par pièce, avec la même précision chirurgicale que j'appliquais à mes missions. Certains appelleraient cela de la vengeance. Pour ma part, j'appelle cela la justice. Une justice froide, implacable, mais nécessaire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais que cela ressemble à un scénario de film, à une intrigue tirée d'un thriller hollywoodien. Un ancien agent de la CIA, à la retraite, arrêté pour fraude à 2 heures du matin. Sa véritable identité révélée lorsque le système informatique signale son dossier classifié. Une épouse qui tente de piéger son mari, ignorant qu'il est l'un des officiers de renseignement les plus décorés de l'histoire américaine. C'est le genre de récit que l'on imagine sur grand écran, avec des rebondissements spectaculaires et des révélations chocs. Mais cela s'est réellement passé. Chaque mot de ce que je vous ai raconté est la pure vérité. La police a frappé à ma porte à 2h07 du matin. Ils m'ont arrêté pour des crimes que je n'avais pas commis, des accusations montées de toutes pièces. Et en l'espace de quelques heures, ils ont découvert que je n'étais pas du tout la personne que ma femme pensait que j'étais.
Le masque était tombé, révélant une réalité bien plus complexe et dangereuse que ce qu'elle avait pu imaginer. « Monsieur, pourquoi ne nous avez-vous pas dit qui vous étiez vraiment ?» C'est la question que le directeur Eaves m'avait posée, son regard perçant cherchant à sonder les profondeurs de ma stratégie. Et la réponse, pour moi, était d'une simplicité désarmante, une évidence forgée par des années d'expérience dans l'ombre. J'avais besoin que Simone croie qu'elle avait gagné. J'avais besoin qu'elle se sente en sécurité, confiante, triomphante. C'est à ce moment précis que les gens commettent des erreurs, que leur vigilance s'estompe, que leur défense s'effondre. C'est dans l'euphorie de la victoire anticipée qu'ils révèlent leurs failles. Elle pensait qu'elle était en train de détruire un anonyme, un homme sans importance. Elle s'était lourdement trompée. Son arrogance avait été sa perte. Je sentis alors une étrange quiétude m'envahir, une fois le fardeau de mon secret enfin levé et les dernières pièces du puzzle mises en place. J'espérais que mon histoire, celle d'un homme délibérément sous-estimé par les personnes les plus proches de lui, servirait de leçon. C'était une vérité universelle que j'avais exploitée avec une précision chirurgicale. La confiance excessive de l'entourage peut aveugler, et l'humilité feinte est souvent la meilleure des armes, un bouclier invisible qui dissimule une force insoupçonnée. Pour moi, Weston Thomas Carrington, alias Spectre, le chemin continuait, semé de nouvelles ombres et de défis à venir, car l'existence que j'avais choisie ne connaissait jamais de véritable fin.